Dernière conférence de ce samedi, week-end des rendez-vous de l'histoire à Blois. Donc on a la chance, le plaisir, parce que ça s'est un peu décidé additionnellement, mais moi je tenais vraiment à cette conférence-là, donc prenez ça comme un caprice, mais j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais déjà introduire mon invité, dernier de la soirée, donc Fabien Mullers. Bonjour. Oui, bonjour Mehdi. Je vais te laisser te présenter effectivement au public, voilà, au public tout simplement. Bien, je me plais à dire que je suis archéologue du goût, c'est-à-dire que je fais des recherches et surtout de l'archéologie expérimentale avec des recettes des temps passés, voilà, entre l'Antiquité et jusqu'à 1950, mais avec une prédilection pour le bas Moyen-Âge occidental. Et je me suis spécialisé vraiment dans la restitution de recettes anciennes. Très bien. La formule, je pense, est assez parlante à ce niveau-là. Pour moi, je pense que vous avez déjà pas mal l'habitude. Si vous n'avez pas vu aucune des vidéos et que tout de suite vous avez été attiré par le terme nourriture et cuisine, on vous en voudra pas. Donc, Mehdi de Vibes Organi, organisateur et responsable des podcasts, des podcasts, et en particulier Je Game Moi Non Plus, donc en collaboration avec les rendez-vous de l'histoire. Alors, sans plus tarder, on va se jeter dans le vif du sujet, hein, un petit peu donner les ingrédients qui vont composer. Sur la question de la représentation de la nourriture et, si on va encore plus loin, effectivement, son élaboration qui va être la cuisine. On va essayer de balayer vraiment dans un premier temps la question de la nourriture comme identité culturelle et civilisationnelle. Pour précision, quand même, rendons à César ce qui est à César, parce que des formations d'universitaires ou ce que vous voulez. Initialement, donc Julien Lalu devait être présent sur cette discussion. Comme vous pouvez voir, il ne l'est pas pour une raison qui fait qu'il a dû s'absenter un petit peu plus tôt. Il le sera présent par l'esprit parce qu'il y a certaines de ses idées qu'on a pu échanger sur la question. Comme je vous disais, pour pas vous perdre, première figure quand même assez partageable, je pense que Fabien ne me contredira pas, c'est le banquet finalement, si on regarde historiquement, la puissance d'évocation, le rapport à la citoyenneté, ou même si on n'a pas ces codes-là au niveau historique, il n'y a qu'à regarder un épisode d'Astérix pour savoir que c'était ce qui ponctuait une histoire, qui avait une valeur forte, festive. Voilà. Est-ce que peut-être tu souhaites nous en dire quelques mots de la place de la figure du banquet dans l'histoire, en règle générale? Oui, alors au-delà de la bande dessinée d'Astérix, c'est vrai que le banquet de tout temps a une signification très forte. Le Platon, Voilà. le banquet de Platon, qui est quand même d'une richesse phénoménale. La scène, tout bonnement, hein, qui est quand même ça fait partie, cette scène avec Jésus et ses apôtres. On est quand même sur un acte majeur du livre. Mm. Le banquet, on le retrouve de tout temps. Au Moyen Âge, c'est là que se nouent les alliances. Il y a des enjeux politiques également à un banquet. Et jusqu'à aujourd'hui, quand il y a des banquets de mariage, ou il y a encore des banquets politiques, les réceptions à l'Élysée, ou des réceptions d'ambassade. Donc c'est vrai que le banquet a une place assez significative, souvent mal traduite ou mal interprétée. Oui. Mais après, euh, je sais pas trop comment répondre en définitive, parce Oui. que je dois vous avouer, et je l'avoue à votre Face public, caméra. je n'y connais rien aux jeux vidéo. Mais ça, tu seras accompagné, donc ne Ouais, t'en ouais. fais pas. Mais du coup, Tu auras un guide. du coup, voilà, je ne sais pas si je dois raccrocher le banquet à certains jeux vidéo. Pas pour l'instant. Pas pour Voilà. l'instant, non, mais ça viendra. En tout cas, c'est vrai que le banquet a toujours eu une importance en termes de convivialité. Et une importance également sur un plan purement politique, Mm. ou relationnel.
Donc effectivement, on peut arriver donc ensuite effectivement à l'Antiquité, donc avec là effectivement avec le Moyen Âge, donc tes deux zones de prédilection, Oui. si je puis dire, en tout cas là-dessus. On a la dimension citoyenne encore une fois, l'hommage aux dieux qu'on retrouve de manière assez majeure. N'hésite pas hein, s'il y a des éléments que tu souhaites préciser. Et puis, si on est plutôt du côté du Moyen Âge, on va être sur une fonction politique à la cour. Donc, effectivement, la question du plat, du repas, qui va être, tu l'as déjà dit en amont, un centre de diplomatie également, une manière de conclure des affaires, de nouer des alliances, voire même voilà, de peut-être calmer des tensions par moment. Je ne sais pas si ça allait aussi loin d'ailleurs. Est-ce qu'on a des témoignages effectivement peut-être de banquiers qui ont pu calmer suffisamment les tensions pour éviter des conflits dans les traces historiques? Alors là, je ne saurais pas répondre D'accord. à cette question immédiatement. Euh, Ce qui me vient en tête, c'est une bêtise, c'est Arthur Couillère. Mais pour rebondir à ce que tu as dit juste avant sur l'Antiquité, en fait, au-delà du banquet, c'est même la place du repas qui est essentielle. Mhm. Parce que ce qu'on qualifie de banquet aujourd'hui, eh bien, avant, ça pouvait être aussi un simple repas. Donc pour remonter à l'Antiquité, par exemple, c'est vrai que il y avait les viandes sacrificielles, donc des sacrifices d'animaux aux dieux qui étaient consommés Mhm. ensuite. C'était pas forcément sous la forme d'un banquet, mais en tout cas, ça devenait, cette viande sacrificielle devenait une viande de consommation. Mhm. Donc on a le cas en Grèce ou dans la Rome antique, mais on le retrouve également outre-Atlantique dans les civilisations précolombiennes. Mhm. Oui, tout Voilà. à fait. Et ensuite, la période du Moyen Âge, voilà, le Moyen Âge, c'est aussi 10 siècles d'histoire avec une évolution constante, à la fois dans les mœurs, dans les modes de consommation, et également dans ce que l'on va consommer et manger, la façon dont on va consommer et manger. Et c'est vrai qu'on imagine toujours les cours dans les châteaux ou les salles des châteaux avec des grandes tables Oui, voilà, meublées, équipées en permanence pour les banquets. Ikea avant l'heure. Mais en définitive, c'est au Moyen-Âge, on met la table avant de manger lors d'un banquet, Mhm. Mhm. donc des planches sur tréteaux que l'on va napper, et on lève la table à l'issue du banquet. Donc, mais je fais un parallèle avec le jeu vidéo, hein. Mhm. Parce que même si je suis pas un grand joueur, j'ai des enfants Oui, et, et et tu te renseignes voilà, aussi. je me renseigne un petit peu. C'est vrai que quand on se balade dans un jeu de rôle, dans un Mm. univers Tu me médiéval parlais de Skyrim avant de fantastique, commencer. voilà, c'est ça, Elder Skyrim Scrolls. par exemple, celui qui se passe, on est dans une civilisation très nordique, Mm. hein, et à la cour du Jarl, il y a les grandes tables qui sont dressées pour le banquet en permanence. Ça correspond pas forcément à une réalité de terrain à l'époque, Oui. donc. Mais d'un point de vue effectivement, une fois de plus, hein, d'un point de vue à la fois politique ou festif, le banquet a toujours revêtu une grande importance. Ouais. Et donc, tu me disais aussi également, au-delà de cette anecdote sur les tréteaux, tu avais une connaissance, un regard un peu plus éclairé donc, sur les banquets du monde et notamment celui de l'exposition universelle. Oui, oui, tout à fait. Enfin, on disait tout à l'heure, on parlait même des banquets de l'Élysée, de ces Ouais. de ces grandes réceptions. Mais oui, pour l'inauguration de l'exposition universelle en 1900, il y a eu le grand banquet des maires de France où tous les maires de France ont été invités. Certains ne sont pas venus, d'autres étaient présents pour profiter simplement de ce banquet très, très républicain. Il a servi également à la contestation, hein, ce banquet, mais c'était quelque chose de phénoménal. Imaginez un banquet avec des sortes d'immenses barnums qui ont été dressés, des kilomètres de tables et de bancs, Mm. et 25 000 personnes à table, avec un repas servi digne quand même des personnes que l'on accueillait. Mm. Mm. Donc avec une quantité de vin phénoménale, une succession de plats qui a été servi, et en termes d'intendance, ça représente quelque chose de grandiose. Imaginez
25 000, c'est la taille d'une petite ville, quoi. Mm. Même Ouais. une- voilà, rassemblés au même endroit pour manger. Dans les allées, il y avait on a des photos de cette époque où on voit le chef de rang, entre guillemets, qui passe entre les allées en voiture pour donner. Surréaliste. Voilà, Oui. mais c'est complètement surréaliste. Et là, c'est vrai qu'on est voilà, c'est le banquet des mers de France. Et tous ceux qui ne connaissent pas, je vous engage à jeter un coup d'œil parce que en termes de quantité de nourriture et surtout ce que ça représente en termes d'intendance, c'est absolument phénoménal. Alors, volontairement, donc je détaille un petit peu là, c'est cette première figure qui est le banquet. Ça m'a évoqué une autre anecdote qui est celle d'un cuisinier que tu connais peut-être, qui s'appelle Massimo Bottura. Un Italien qui a été intervenu d'ailleurs à échelle politique parce qu'il y avait eu un tremblement de terre à l'époque qui avait détruit une réserve de mode de parmesan. Du Parmigiano Reggiano et qui était intervenu pour faire en sorte de réutiliser effectivement toutes ces mottes endommagées et qui avait invité, avec évidemment le soutien du gouvernement italien, des chefs enfin des représentants de pays du monde entier et qui les a mis un petit peu comme tu disais tout à l'heure autour d'une grande table pour convaincre effectivement autour de la recette qu'il a créée pour l'occasion de l'importance du Parmigiano Reggiano et qui lui a permis de revendre, de sauver en fait une grande partie de ces commerces-là, de personnes qui étaient en mode banqueroute quoi à la suite de cet événement. Oui, excuse-moi, Oui, tu non, voulais non, je peut-être dis, ce réagir. qui est intéressant là, c'est au-delà de la place du banquet ou du repas, c'est également la place de la nourriture, Tout à fait. de la place de la nourriture dans la société, la place de la nourriture dans l'économie, et qui est comme une place primordiale. Oui. Donc voilà, c'est un exemple assez concret et assez parlant. Mm. C'est justement, mais c'est des petits mots-clés qu'on va retrouver après sur les usages ou surtout, malheureusement, les non-usages dans le jeu vidéo. Seconde figure, après le banquet qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo, qu'on va surtout retrouver dans des dimensions narratives, ce qu'on appelle des cinématiques sur laquelle le joueur n'a pas forcément prise, ça va être la figure de l'orgie, donc qui là n'a pas de portée, sauf erreur, citoyenne en tant que telle, mais dans laquelle on a une différence quand même notable, c'est la présence de femmes. En l'occurrence effectivement pour venir servir effectivement l'objet premier des orgies, qu'elles soient alimentaires ou effectivement charnelles, et qui dans les jeux vidéo est quand même un motif qu'on va beaucoup retrouver plus sur le versant, on va dire, entre guillemets, d'une forme d'immaturité, c'est-à-dire de rendre un jeu vidéo attrayant parce que, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette scène d'orgie, qu'elle soit interactive ou pas, et de se dire, ça peut être vendeur, un petit peu dans la caricature, de se dire, on va vendre ça, entre guillemets, au jeune mâle ou à l'adolescent qui se dit, ah bah, y a du vin, des amphores, des nénettes, bah, c'est ma représentation de l'Antiquité. Donc voilà, ça c'est une autre figure, je sais pas, il n'y a pas d'obligation, mais si tu souhaitais commenter la figure de l'orgie aussi dans la place Non, de l'histoire. la commenter pas réellement, mais c'est un constat qui est bien réel. Déjà panem cum circensum, hein, du pain et des jeux, et dans la partie ludique, tout ce qui touche au sexe a un attrait qui soit... enfin, je place en tout cas dans ce type de représentation, dans l'orgie, je place le sexe comme un amusement également. L'orgie n'a pas but de contribuer au renouvellement de l'espèce. L'orgie a pour but de s'amuser, D'être une orgie. de prendre du Oui, c'est plaisir. ça. Et ce mélange entre nourriture et sexe est complètement compréhensible. Ouais. Et enfin, dernier point, où là vraiment quand même on recentre sur l'aliment, en tout cas, c'est le marché. Qui est le lieu d'exposition des aliments, des condiments, des breuvages, etc. Et puis surtout aussi qui est place commerciale, à la fois donc d'un point de vue historique bien entendu. On connaît les révolutions qui ont été les arrivées des épices dans certaines contrées. On connaît évidemment toutes les anecdotes sur l'histoire du café, etc. Comment est-ce que ça a effectivement donné X ou Y représentation. Et dans les jeux vidéo, avant de te laisser la parole effectivement sur cette place du marché plus d'un point de
de vue historique. Ça existe assez rarement, mais on a soit le cas de figure effectivement un peu d'exposition, c'est-à-dire c'est la place du marché, c'est là où on va acheter des objets, on va effectivement prendre tel objet qui va avoir telle utilité, ça on y reviendra juste après. Ou alors il y a des cas un peu plus finaux comme le jeu de la série Final Fantasy, donc le 9e opus, dans laquelle on a la destruction d'une ville et à la suite de laquelle la seule chose qui subsiste, c'est le marché. Donc cette espèce un peu de survivance, presque je dirais, j'oserais dire, de culture de quelque chose qui reste à la fois basique, l'alimentaire, et en même temps quand même une forme de culture parce qu'on on utilise ces différents condiments, ces différents aliments pour se confectionner quelque chose, voilà, pour se nourrir. Voilà, je te laisse la parole sur la figure du marché si tu souhaites en dire ou ajouter Oui, quelque chose. alors là rentre une nouvelle donnée, c'est celle du commerce, tout bonnement. Voilà. Et de. On est vraiment sur quelque chose d'intéressant autour du commerce, que ce soit sur une place de marché ou alors que ce soit des boutiques dans une ville, dans une cité. Le, en définitive, l'homme il a plusieurs possibilités pour se procurer un bien. Il peut aller le chercher lui-même, ce qui lui demande du temps, de la patience, Un savoir-faire, un savoir-faire, de la chance aussi oui, parfois. tout à fait. Il peut, en fonction de son tempérament, il peut aussi se le procurer de façon malhonnête, ou effectivement par troc, échange, par achat, pouvoir se le procurer. Oui, en l'achetant ou en l'échangeant contre autre chose. Et du coup, cette notion échange-achat, elle est assez intéressante parce qu'elle est vraiment dans le développement normal, on dira, d'une société, en tout cas une société telle qu'on la conçoit aujourd'hui, avec tout un système dédié à la consommation. Et au niveau de l'alimentation, on est clairement dedans. Le marché offre aussi la possibilité d'acquérir tout ce dont on n'a pas besoin. Et en termes d'alimentation également, ce qui amène au plus gros gâchis. Oui, Donc, bien sûr. et c'est vrai que alors, dans les jeux vidéo, de ce que j'en ai vu, j'ai pas rencontré réellement de système de pourrissement de la nourriture quand on en achète trop d'un coup. C'est rare. Voilà. C'est rare. On en reparlera, mais c'est rare. Donc du coup, voilà, on peut acheter et conserver aussi si longtemps qu'on veut. Je reviens sur Skyrim auquel j'ai un peu joué. Je me souviens d'avoir acheté des fromages, de les avoir laissés 3 mois dans mon placard à l'Académie de Magie. Et il n'y a aucun mage qui m'a fait une quelconque réflexion à propos de donc voilà, c'est vrai que on a parfois des choses très réelles dans les jeux et on a des fois des incohérences. J'appellerais pas ça une incohérence, je parle plutôt d'un décalage par rapport à la réalité qui rend aussi la chose plus intéressante dans le jeu parce que on a moins de contraintes, et en l'occurrence là de contraintes de temporalité par rapport à l'ingrédient que l'on aurait dans la vie réelle. Et ce qui est intéressant, c'est très rare, mais j'y pense en t'écoutant, c'est qu'il y a très rarement des justificatifs, des justifications de typiquement ton exemple du fromage. Skyrim est très connu pour avoir un domaine très étendu de ressources écrites, et on peut recueillir des grimoires, des livres qui racontent l'histoire. On aurait très bien pu noter dans un univers magique que peut-être, je dis n'importe quoi, hein, un de ces mages avait confectionné un truc qui permettait sur tels aliments de les conserver pour justifier dans la cohérence interne du jeu que ce fromage que tu as laissé pendant 3 semaines n'avait 3 mois, excuse-moi, oh là là, n'avait pas pourri. Donc voilà, c'est vrai que c'est très rare et que ça dénote, et on va y arriver progressivement, qu'il y a une vraie négligence de l'objet, de la question de l'aliment et de sa culture. Alors, si on a fait toute cette présentation des grands éléments de représentation d'exposition, c'est pour arriver dans le dur, ce qui laisse un peu un arrière-goût
goût, pas très agréable malheureusement dans le jeu vidéo, c'est donc la nourriture comme un élément de jeu. Et il y en a un premier qui t'a assez vite à l'évocation, c'est pas le pire, hein, mais hérisser les poils. Donc c'est ce qu'on appelle l'aliment comme source de heal ou de boost. Donc je traduis très brièvement. Donc c'est cet aliment que vous allez prendre et qui va vous soigner. Dans les jeux de rôle, ça va être vous redonner ce qu'on appelle des PV, des points de vie. Dans un jeu type beat'em all où on avance et on tape les autres, c'est prendre un poulet qui est au sol. Après, on se questionne au niveau sanitaire, pas beaucoup dans ces jeux-là, ou encore moins sur la cohérence trouver des poulets dans des cabines téléphoniques. Et en l'occurrence, on retrouve une certaine barre de vie. Voilà, donc déjà là-dessus, on a cette première annonce. Donc toi, comment, avec ton regard, on va dire, d'historien culinaire, tu l'entends, tu le ressens à chaud? Déjà, cette idée de synonyme très fréquent, prise d'objet égale soigne les vies du personnage. Déjà, ça apporte déjà une notion très positive par rapport à l'alimentation. Oui, Donc, ça veut dire là-dessus, que jusque-là, en mangeant, on peut se maintenir en bonne santé ou regagner de la santé, ce qui peut être positif. oui. Après, ce qui me gêne, c'est qu'on est quand même dans une sacralisation du carnet. Oui. Euh, Du poulet. tu as parlé du poulet rôti, mais c'est vrai que globalement, la viande ou le poisson rapportera de toute façon plus de points de vie que des céréales ou que des légumes ou des fruits. Pourtant, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, quoi. Mais si on mange 5 fruits et légumes dans certains jeux, on sera en moins bonne santé que si on mange 5 Un seul steak. ouais, voilà. un seul steak ou un gigot. C'est Donc, c'est vrai qu'il y a cette sacralisation du carnet qui, pour moi, est un peu gênante, un peu choquante. Mais plus que cela, en fait, voilà, tu as soulevé le problème sanitaire. Moi, je trouve que un public, un jeune public qui ne serait pas forcément averti, on lui donne aussi l'impression que la nourriture qu'on ramasserait n'importe où est bonne. Pas forcément. Alors même si il y a certaines choses qui nous rebutent naturellement, on va pas aller chasser des rats d'égout pour les manger, même si dans le jeu c'est bien. Mais enfin, voilà, il y a des notions aussi d'hygiène. De plus en plus, je pense, enfin, on n'a plus de cours de cuisine ou de cours sur l'alimentation à l'école. Et c'est vrai que le jeu vidéo, qui peut être une source d'enseignement, là, je pense qu'au niveau de l'alimentation, il aurait un rôle à jouer qu'il ne remplit absolument pas. Même pour t'emboîter le pas, la question de préparation de l'aliment. C'est-à-dire, il n'y a pas, si on prend un aliment quel qu'il soit, un poisson, ça demande un certain apprentissage pour savoir effectivement préparer un poisson, préparer certains types de viande, encore plus si on va aller dans certains types de recettes. Donc voilà, cette réalité-là, elle est relativement évacuée, bien souvent pour deux raisons. Donc à la fois l'attention du joueur, donc ce qu'on a beaucoup appelé dans nos conférences l'impératif d'action, mais aussi par des soucis de représentation au niveau visuel. C'est-à-dire graphiquement, bah voilà, il faut quand même une représentation assez. Mais même encore aujourd'hui, on a des représentations photoréalistes assez folles. Il y a un jeu comme Final Fantasy XV qui a servi d'illustration à l'annonce de notre conférence où on peine presque à faire la distinction. Je dis presque. Voilà, il n'y a pas cette idée. La préparation est un peu reléguée à une petite séquence rapide d'animation. Voilà, je mets un peu de briques de broc. Voilà, ça nous amène aussi à un autre point qui, toi, t'ennuie un petit peu, cette idée qu'on prend comme ça et qu'on jette les choses et abracadabra. Oui, oui et non. Alors, j'ai commencé par le non, parce que d'une part, je comprends aussi les contraintes du jeu, et aussi en termes d'attention. Enfin, on va pêcher un poisson, donc si on a de la chance, on l'attrape rapidement. On va pas montrer qu'il faut vider le poisson, qu'il faut écaler, qu'il faut cuire. Enfin, tout ça, ça prend du. C'est vrai que ça prend du temps. Ça serait ennuyeux pour le joueur. Je nuancerais, par exemple. Je vais donner un exemple concret. Tu vas me dire si tu es d'accord ou pas. On pourrait très bien intégrer dans le jeu la possibilité de préparer, le joueur accepterait ou pas,
un aliment de manière plus ou moins pointue. C'est-à-dire en fonction de comment tu prendras du temps pour le préparer avec une petite séquence où il faut appuyer sur des boutons différents, ou qui peut être vécu dans un premier temps comme rébarbatif, mais de dire si tu le prépares ainsi, ça te soignera davantage plus tard. Alors, Tu vois. oui, pourquoi pas, mais je vois dans Détroit, par exemple, Oui, que, enfin, on passe déjà tout un moment à ranger la maison, à faire la vaisselle, à sortir ouais, les ordures, ouais. et c'est vrai que la moment du préparation du repas, elle est zappée. Oui, tout à fait. Et Un bon exemple. je pense que après que le joueur, après avoir fait toutes les tâches ménagères, si en plus il doit faire chauffer l'eau, il doit mettre les pâtes dans l'œil, il doit cuire la sauce tomate. Enfin, c'est à un autre moment, avec un autre Android dans Détroit, il ramène le petit déjeuner Son maître. à son maître, entre guillemets. Oui. J'ai l'impression que c'est plus un père adoptif qu'un maître. Mais et là aussi, c'est relativement rapide. C'est vrai que ces temps de préparation n'existent pas, ou en tout cas, personnellement, je n'en connais pas. Mais je pense que c'est parce que ça rendrait peut-être le jeu un peu trop rébarbatif. Bien Euh, sûr. mais ça, à la limite, ça ne me gêne pas trop. Ce qui m'embête le plus, on va dire, c'est comme je suis un petit peu cuisinier quand même, euh, c'est l'idée que, que justement la préparation culinaire se ferait rapidement ou instantanément, Oui. sans effort. Et on prend une marmite, on met dedans des patates. Même si on est au Moyen-Âge, c'est pas grave. Des carottes oranges, c'est pas grave non plus. Un bout de viande et hop, on sort un rôti. Mais attends, là, tu as fait bouillir ta viande, comment tu veux sortir un rôti? Donc, il y a des incohérences comme ça qui sont assez. Oui. Et là, en plus, ça se fait instantanément. Mm. Il n'y a pas de temps de cuisson, il n'y a pas de. Moi, je vous mets au défi de prendre un chaudron, de mettre en même temps oignons, patates, carottes et viande. Euh, Ça va être sympa, quoi. Les temps de cuisson des aliments, c'est pas forcément les mêmes. C'est certain, Et oui. euh, Oui. donc c'est vrai, ça pourrait être intéressant d'avoir un mode de préparation culinaire comme dans certains jeux, Oui. quand on prépare ses potions alchimiques. Voilà, tout à fait. Donc ça nécessite oui, il pourrait y avoir quelque chose comme ça, mais je pense que l'alchimie, c'est quelque chose d'ésotérique, d'obscur, ça fait rêver, ça projette dans un imaginaire, alors que l'absorption de nourriture, ça nous ramène à un quotidien. Et est-ce que le jeu vidéo n'est pas là aussi pour s'échapper de ce quotidien? Il y a cette Euh, réalité-là, bien sûr. c'est, euh, Après, c'est vrai qu'on peut, je pense, dans l'exemple que je donnais, trouver un entre-deux entre un système de récompense et quelque chose où on se dit, bon, ça vaut la peine de prendre le temps de... Bon, c'est mon intuition. Peut-être que d'autres seront plus Team Fabian que, que Team Mehdi. Un autre élément, même si c'est pas ta fonction première, tu es quand même conscient de ça, tu n'es ni médecin ni nutritionniste, c'est la question de la digestion. Un exemple tout bête, on a très rarement le rapport, ça arrive, hein, mais très peu de jeux qui vont prendre, voilà, on ingère les trucs, on a 15 poulets, on s'est mis les uns après les autres dans le cornet, et peu importe. Il y a de très rares jeux, j'en ai un à l'esprit qui s'appelle Contact, par exemple, qui est un petit jeu de rôle en 2D, et dans lequel, par contre, tu as un estomac dans ton menu. Donc c'est un jeu qui se spécialise beaucoup justement sur ce qu'on appelle, on va y arriver juste après le crafting, donc la création via des aliments, donc ce qu'on appelle en cuisine des recettes, donc qui va remplir progressivement dans des volumes différents en fonction des aliments, de leur densité. Bon, c'est plus ou moins aléatoire, hein, sur ce qui est choisi, mais il y a cette réalité-là quand même. Voilà, et cette question du remplissage, Oui, je de pense l'effet sur le que corps. l'estomac, c'est comme un sac à dos. Et que dans la. Non, mais c'est vrai, dans certains jeux, notre sac à dos est représenté par des cases en fonction de la taille de notre équipement, Voilà. ça va prendre plus ou moins de place. Et c'est vrai que dans ton exemple, qui est très concret, et ben effectivement, mais je connais pas de jeux vidéo non plus où on passe du temps à aller aux toilettes, hein. Non mais voilà, Bien sûr. donc ça fait partie de certaines incohérences ou de choses
que l'on suppose inutiles, à part peut-être dans les Sims, mais là on est dans un jeu de simulation de la réalité, donc Mhm. effectivement aller aux toilettes, Les- ça fait partie de... et d'ailleurs, j'avais jamais fait ce parallèle, mais il saute vraiment aux yeux à t'entendre. C'est l'état d'ébriété est beaucoup plus Mm. représenté que Ah, le fait d'être complètement. patraque, de Mm. vomir ou Mm. voilà. Oui, oui, mais après, là, une fois de plus, moi, je trouve pas ça dérangeant. Non, Euh, ça induit une notion de danger par rapport à l'alcool qui peut prêter à sourire ou qui peut sensibiliser. Mais c'est vrai que les mêmes dangers peuvent exister au niveau de la nourriture. tout à fait. Une trop grosse consommation euh, bah, voilà, on en a parlé tout à l'heure, il y a un déséquilibre complet de toute façon au niveau de l'alimentation dans le jeu. Légumineuses et Ben carnées, oui, ouais, voilà. voilà. Et puis en termes d'absorption en quantité, c'est idiot. Je me prends des coups de hache et donc pour ça, ben, je dois manger du poulet, quoi. Alors on l'a déjà évoqué, donc on va passer brièvement dessus. Donc la notion du crafting, donc le fait de confectionner ses propres plats. On a Final Fantasy XV que j'ai cité plus tôt, où il y a vraiment eu des dynamiques de jeu qui sont dédiées pour aller en tout cas chercher les aliments. La cuisine, c'est encore une autre paire de manches, parce que comme on le disait un peu plus tôt, c'est réduit à 2 coups de cuillère à peau avec l'animation du type qui passe dans un semblant de cuisine, et je ne vais pas donner en détail puisque Fabien va se remettre en mode colère, comme son exemple du jet de patates et de carottes tout à l'heure. On a Odin Sphere, où là il y a un petit peu plus la dimension effectivement des légumes qui faisaient tant défaut. Et puis on a aussi surtout un développement quand même, ce qu'on appelle les cook-like, on va dire, les jeux qui vont comme ça mettre au centre de leur dynamique de jeu la cuisine à proprement parler. On a la série, t'en as peut-être entendu parler, des Cooking Mama, qui existe depuis pas mal d'années, où on incarne une jeune femme qui effectivement un peu... Bon, on est pas mal dans le cliché, genre jeune femme apparemment au foyer qui voilà fait de la cuisine dans un truc très mignonnet. Bon, c'est des préparations qui à l'époque c'était sorti sur Nintendo DS, donc avec son écran tactile, donc qui mettait beaucoup ça en avant. Ou plus proche de nous, un Cook Serve Delicious où il faut, là aussi, ça va pas beaucoup te plaire, un peu aligner les aliments les uns après les autres, et magie. On se retrouve avec ça. Donc voilà, là c'est plus sur je sais pas si tu as d'autres esprits de jeu que tu as pu voir ou être témoin qui renvoient à Oui, ces oui, bah, confections de... j'ai déjà vu passer des petits jeux comme ça, Oui, ou même de pizzaiolo, où sur c'est un ça. tapis roulant, il y a voilà, Exactement, il y a ouais, la ouais, pâte, tout on à met fait. les ingrédients, et puis si on se trompe pas, on gagne des points. Bon, je pense que là, la nourriture est juste un prétexte pour avoir un jeu de rapidité, Mm. de sélection. C'est ça, Et, oui. donc, le, après, le, au niveau du crafting, de ce genre de choses, moi, ce qui me fait marrer, c'est un peu dans les jeux futuristes, Ouais, comme dans Fallout, ouais. où là, je trouve que les programmateurs du jeu, ils ont fait quelque chose d'intéressant, où on a ces espèces d'animaux mutants, de rats de top ou de rats de cafard, et on va pouvoir se faire des brochettes avec, ou du ragoût, donc du coup, on est dans une recherche d'ingrédients, on Mm. est dans la préparation culinaire, bon voilà, qui se fait aussi comme ça instantanément, sans avoir de développement de la Oui. recette, de temps de cuisson ni quoi que ce soit. Mais voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant au niveau de la recherche. Et, je ne sais pas si ça existe, mais mais moi j'adorais qu'il y ait un jeu où voilà, où la nourriture serait un peu plus prise en compte, et où aussi le résultat de la recette dépendrait du talent de cuisinier de la personne qui pratique, comme des fois on l'a sur des jeux de rôle sur table. Mhm. Dans des jeux de rôle sur table, ben, voilà, j'ai un niveau 3 en cuisine, donc j'ai tiré un jet d'habileté à +3, hop, ah super, donc j'ai réussi ma recette, elle me donnera des points de vie en plus. mais, euh, mais du coup, dans le jeu vidéo, je sais pas si ce genre de choses existent, et je sais même pas si ça serait pertinent de faire développer une compétence cuisine à son personnage. Alors, je crois qu'on doucement mais sûrement on arrive un peu
je pense, la conclusion que déjà en amont on avait à l'esprit, c'est la considération des aliments et par extension de la cuisine, hein. Tu l'as dit un petit peu en fil rouge, il y a soit une vraie méconnaissance, soit une vraie négligence, soit un rapport, tu as beaucoup insisté sur l'exemple nourriture carnée contre, plutôt viande contre légumes. Après, loin de nous l'envie de la jouer réac en disant les fast-foods, ça n'est que le mal. Effectivement, c'est toujours une question de proportion. Il vaut mieux en manger occasionnellement pour se faire. Bon, on n'est pas dans la santé publique, mais je pense que les gens sont suffisamment intelligents, en tout cas nos spectateurs mais c'est plutôt l'idée que il y a très peu de deux poids deux mesures, sauf, c'est pour ça que je rebondirai sur l'exemple de Fallout que tu as donné, quand l'univers qui est rattaché justifie de manière intelligente la chose. Là, on est dans un univers Fallout, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc post-apocalyptique, et là, effectivement, ça recoupe ce que tu nous as dit plus tôt. Il y a un réel effort de ce que c'est que de cuisiner. Il y a une vraie confrontation, même si on n'est pas habitué dans la vie à aller préparer ses aliments. Je parle même pas d'aller chasser, simplement de préparer vraiment soi-même son poulet, son poisson, ses légumes. Voilà, c'est la confrontation. Et moi, je pense que l'enjeu dans ton questionnement, il vient de ça. C'est d'arriver à trouver une expérience de jeu où peut-être l'univers donne une cohérence effectivement aux aliments eux-mêmes. Les réinjecte comme ça, voilà, où on est confronté à cette réalité-là. Oui, mais une fois de plus, avec des aliments qui seraient compatibles par rapport à l'univers, par rapport aussi à l'époque donnée. Bien, Parce oui. on n'a pas parlé des anachronismes alimentaires. Ah, on peut, mais allons-y, on va terminer. alors là, les exemples sont nombreux. Oui. Quand on voit dans un jeu médiéval fantastique qu'on a du chocolat, par exemple, ou qu'on a du maïs, de la tomate, de la pomme de terre, moi, ça me fait bondir en tant qu'historien de l'alimentation, mais voilà, ce sont des ingrédients qui apparaissent en Europe occidentale au XVIe siècle. Et donc, si on est dans un univers médiéval, en tout cas représenté comme un Occident médiéval, c'est vrai que c'est des aliments qui sont complètement inconnus. Et il y a d'énormes idées reçues sur l'alimentation des siècles passés. Et c'est vrai que là, le jeu qui aurait un pouvoir éducatif contribue à donner encore des idées reçues. Alors, quand j'ai reçu ton invitation, je me dis, bon, allez, il faut que je bûche un peu le sujet. Donc, j'ai regardé ce qu'il existait comme jeu de rôle en ligne, comme ça. Je pouvais pas y passer beaucoup de temps, mais j'ai essayé. Et comme j'aime bien les jeux comme Civilization, quand j'étais jeune, je jouais aux jeux sur plateau. Et donc là, je me suis créé un compte sur Forge of Empire, je crois, c'est ça. Et donc j'ai commencé à l'âge du bronze. Et il y avait l'événement de septembre où on proposait de créer des gâteaux pour gagner. Voilà, chaque fois qu'on remplissait une sorte de mini-quête, on gagnait des ingrédients avec lesquels on pouvait fabriquer des gâteaux Ouais. qui donnaient des points pour obtenir des bâtiments pour créer sa civilisation. Bon, voilà. Je pense que c'est assez classique dans le principe. Sauf que là, les gâteaux, on pouvait faire des gâteaux au chocolat ou avec du caramel. Et puis on avait quelque chose qui ressemblait à un beau truc magnifique avec de la crème par-dessus, Un une cerise au-dessus. Voilà, c'est ça, un glaçage, tout ça. Meilleur pâtissier de France, quoi, les gars. Enfin, et les gars, je suis à l'âge de bronze, quoi. Enfin, je veux dire, je suis chasseur-cueilleur. D'où est-ce que je vais faire un gâteau au chocolat et au caramel? Donc là aussi, il y a un anachronisme assez prononcé. Bon, après, j'imagine que l'événement de septembre, il est pour tous les joueurs, quelle que soit l'époque, mais une fois de plus, je pense que le jeu vidéo aurait un pouvoir éducatif en termes d'alimentation, en termes de nutrition également, en termes de connaissance de l'histoire, de la cuisine, ce genre de choses, qui, pour l'instant, à mon sens, ne remplit pas. Oui. Et je trouve vraiment, pour définitivement conclure, que ça... Je vais faire un parallèle. Je suis très fatigué, donc l'humour est là. Un peu comme ce fameux sélectionneur français. Hein. Tu vois, ça ne coûte pas plus cher de bien manger, comme disait Aimé Jacquet pour la chaîne Cafétéria Casino, qui je crois n'est plus maintenant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça coûterait, à mon sens, pas plus cher pour des game designers
d'intégrer ça dans leur jeu. Je vais donner un exemple concret. Aujourd'hui, on a une grosse progression, enfin une grosse évolution de ce qu'on appelle la narration environnementale. C'est-à-dire des choses, on n'a plus besoin de passer par du texte ou par les paroles des personnages, des avatars, pour se rendre compte d'un univers et ce genre de choses. Ça a beaucoup été démocratisé ces derniers temps, ça existait avant, hein, mais par un jeu qui s'appelle Dark Souls, où le gros de l'univers du jeu est raconté plus par les objets que par les personnages eux-mêmes. Pourquoi je prends cet exemple-là? C'est tout simplement ce qu'on pourrait très bien faire dans les exemples que tu nous donnes depuis tout à l'heure, quand il y a même pas, pour justifier un anachronisme ou l'expliquer très simplement, le joueur qui se dit tiens, pourquoi ça ressemble à ça ou pourquoi c'est si pénible, et dans le menu de mettre une petite ligne et d'expliquer voilà, en ces temps et ces contrées difficiles, la richesse ou la rareté de tel aliment, et de quelques lignes qui soient pas rébarbatives mais qui font comprendre aux joueurs de manière assez intuitive que oui, c'est normal, c'était pas là parce que ça n'avait pas sa place, ça n'existait pas, et puis que même à l'époque ce genre d'aliment-là était très rare, qui permet encore en plus de rajouter une dimension d'échelle, et que la préparation était autrement plus complexe et moins magique que ce qu'on évoquait un petit peu plus tôt. Voilà. Si tu souhaites, je te laisse si tu avais autre chose à rajouter, un dernier Non, je mot. trouve que tes mots de conclusion sont assez justes. Et c'est après, voilà, juste dire que avec ce genre de proposition, le joueur est libre de passer du temps à lire ou pas. Voilà. Mais en tout cas, ça serait une proposition intéressante dont devraient s'emparer, à mon sens, les créateurs de jeux vidéo, parce que une fois de plus, ils ont un véritable pouvoir éducatif. Et ça serait intéressant effectivement de s'attacher à l'alimentation. On a un petit peu volontairement digressé parce que la thématique de cette année était l'Italie, donc il n'y a pas eu de mention sur vraiment l'art culinaire italien à stricto Si, sensu. on a parlé du parmesan. C'est vrai. On est sauvé. Merci, incroyable. Donc je crois que le dernier mot sera là. Merci infiniment, Fabien. Je vais te demander où est-ce qu'on peut à la fois te retrouver si on souhaite échanger avec toi sur Internet, et puis aussi nous parler de ton travail, notamment d'un ouvrage que tu as publié. Donc voilà, je te laisse définitivement les derniers mots pour le public. Alors, si vous vous intéressez à l'alimentation dans l'histoire, j'ai un site internet qui s'appelle cuisine-historique.fr. Vous y découvrirez aussi bien les travaux d'archéologie expérimentale que des travaux de restitution. Et pour me retrouver, je suis très souvent à l'IEHCA, non loin d'ici, à Tours, donc l'Institut européen Histoire et Culture de l'Alimentation, où je vous invite à vous rendre pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'alimentation. Il y a notamment une bibliothèque phénoménale. Et Voilà. sinon, concernant mon dernier ouvrage, Oui. donc il s'appelle L'interprétation de la cuisine médiévale au XXIe siècle. En fait, c'est un ouvrage universitaire qui définit ce qu'est la cuisine médiévale dans un premier chapitre. Dans le deuxième, c'est une enquête socio-anthropologique pour voir comment le public aujourd'hui perçoit la cuisine médiévale. Et au-delà de ça, comment les restaurateurs la restituent. Et là, on a des belles surprises. Et enfin, donc, tout un chapitre dédié à l'archéologie expérimentale, où on étudie le mobilier culinaire et le phénomène de cuisson dans des pots en céramique. Tout ça pour cerner réellement comment on peut restituer aujourd'hui au XXIe siècle une alimentation du passé. Et s'il y en a à qui ça fait trop peur avant de se lancer dans le grand bain de ton livre, il y a eu aussi une série de 2 ou 3 vidéos avec Nota Bene qui sont assez sympathiques, je trouve, et je dirais didactiques, faciles. On y rentre facilement dans ce que tu nous décris. Donc il suffit d'aller sur sa chaîne ou de taper Fabien Muller, c'est Nota Bene, vous trouverez ça sans peine. Merci encore, Fabien, et Merci, Mehdi. au plaisir. À bientôt.